On passe tous la majeure partie de notre vie éveillée à faire une seule et même chose, travailler. Mais d'où vient vraiment notre conception moderne du travail? Dans ce décryptage, on va remonter le temps. C'est une histoire fascinante qui nous fait passer des pires instruments de torture antiques jusqu'à la science ultra complexe de la psychologie des organisations. En fait, c'est l'histoire de l'humanité qui transforme la pure souffrance en quête de réalisation de soi. Ok, entrons dans le vif du sujet. Il faut qu'on casse tout de suite l'image un peu idéalisée et bien lisse qu'on peut avoir de l'effort professionnel. L'origine même du mot travail fait carrément froid dans le dos. Ça dérive du latin tripalium. Et un tripalium, c'est ni plus ni moins qu'un redoutable instrument de torture à trois pieux utilisé dans l'Antiquité pour entraver les animaux. Au Moyen-Âge, travailler, c'était viscéralement lié à la souffrance. C'était perçu uniquement comme une malédiction divine ou une corvée aliénante. Passons à la suite pour voir comment tout ça a évolué. Parce que le contraste est saisissant. Ce n'est vraiment qu'au XVIIIe siècle que le travail commence à se débarrasser de cette étiquette de malédiction pour devenir un moteur de progrès. Ensuite, au XXe siècle, nouvelle étape, ça devient le pilier absolu de l'identité sociale. On travaille pour gagner sa vie, pour avoir un statut dans la société. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on est carrément dans une approche humaniste où le travail est censé être un espace d'épanouissement personnel. Et c'est exactement cette évolution impressionnante de la douleur jusqu'à la quête de sens qui a donné naissance à une véritable science. C'est ce qu'on appelle la psychologie du travail. Comme le résume très bien cette citation fondatrice de Gilvik en 1991, le but est de décrire et d'expliquer comment on s'organise dans un environnement technique et social. C'est un changement de paradigme monumental. Ça fait plus d'un siècle que des experts décortiquent notre quotidien professionnel pour essayer de l'optimiser. Mais attention, au cœur de cette science, il y a un conflit philosophique majeur. D'un côté, on a l'approche historique, qui veut adapter l'homme au travail. Ça veut dire qu'on sélectionne, on teste et on forme l'individu pour qu'il rentre parfaitement dans un moule industriel très strict. Et de l'autre côté, on a une approche radicalement opposée, adapter le travail à l'homme. Là, on entre dans le domaine de l'ergonomie, où on modifie carrément l'environnement pour garantir la sécurité et le bien-être. C'est littéralement la grande bataille idéologique du monde professionnel. Ce qui nous amène à notre première grande période, l'ère de la machine et comment l'humain a été transformé en un simple rouage. Et cette image illustre la situation à la perfection. Au début du XXe siècle, on est plongé dans un rationalisme brutal. L'objectif de l'entreprise, c'était tout simplement de transformer les gens en machines parfaitement calibrées. C'est ce qu'on voit sur les chaînes de montage, avec la fameuse parcellisation des tâches, le fameux travail en miettes. L'ouvrier est planté sur une ligne d'assemblage, condamné à répéter des gestes infimes et chronométrés toute la journée, sans jamais avoir de vision d'ensemble sur ce qu'il produit. Cette méthode impitoyable a un nom très formel, l'Organisation scientifique du travail, ou OST. C'est le système de l'ingénieur américain Frederick Taylor, et c'est redoutable. Il y a une division horizontale très stricte, avec des tâches ultra répétitives. Ensuite, une division verticale, ce qui veut dire qu'on sépare complètement ceux qui conçoivent le travail de ceux qui l'exécutent. En gros, les cerveaux d'un côté, les mains de l'autre. Et bien sûr, une paille calculée au rendement pour forcer une obéissance totale. Deux figures emblématiques incarnent parfaitement cette révolution industrielle. D'un côté, on a Frederick Taylor, le père de la théorie, et de l'autre, Henry Ford, qui a repris ces concepts pour les appliquer à une échelle monumentale en inventant la ligne d'assemblage mobile et la production de masse. Alors oui, cette redoutable alliance a fait exploser la productivité, c'est indéniable, mais la réalité était glaçante. Ce n'était plus la machine qui servait l'humain, c'était l'humain qui s'était asservi à la machine. Sauf que traiter des gens comme de simples pièces mécaniques interchangeables, ça ne pouvait pas durer éternellement sans faire de dégâts. Le système a fini par s'effondrer sur lui-même. L'extrême monotonie et la perte totale de qualification ont généré une souffrance psychologique énorme. Résultat, des rébellions, des grèves massives qui paralysaient les usines et des taux d'absentéisme et de démission qui ont complètement explosé. C'est là qu'on entame notre deuxième partie, le retour de l'humain, à travers le fascinant mystère de Hawthorne. Nous sommes au cœur des années 20 et une véritable mission de sauvetage psychologique s'organise face à cette crise industrielle. Tout part de ce mystère à la Western Electric Company, à partir de 1924. Il faut imaginer une usine gigantesque avec 30 000 employés. Les conditions matérielles sont incroyables pour l'époque, des salaires au-dessus de la moyenne, de super avantages sociaux, même une infirmerie sur place. Tout devrait aller pour le mieux, non ? Et pourtant, paradoxalement, la productivité s'effondre, rongée par un absentéisme inexpliqué. Quelque chose était fondamentalement défaillant dans la machine. Alors, que se passe-t-il si on baisse simplement la lumière ? C'est la question très ingénieure que s'est posée l'équipe de chercheurs d'Elton Mayo pour tenter de résoudre l'énigme. Ils se disaient qu'en modifiant un paramètre environnemental basique comme l'éclairage, ils allaient avoir un impact direct et mathématique sur le rendement.
La méthode choisie était très claire. Premièrement, on isole un groupe test d'ouvrières. Deuxièmement, on modifie radicalement les conditions d'éclairage dans leur atelier. Et troisièmement, on compare rapidement leur productivité avec un groupe témoin qui, lui, travaille sous une lumière parfaitement stable. Imparable, n'est-ce pas? Mais si on regarde ces résultats, c'est complètement fou pour l'époque. C'est le paradoxe absolu. Quand ils augmentent la lumière de façon éblouissante, la productivité du groupe test grimpe. Mais quand ils baissent la lumière jusqu'à travailler dans la pénombre, la productivité grimpe encore. Et le plus dingue dans tout ça, le groupe témoin, dont la lumière n'avait subi aucune variation, s'est mis à produire plus exactement de la même manière. L'environnement physique ne dictait manifestement plus la cadence. Cette anomalie éclatante est passée à la postérité sous le nom de l'effet Hawthorne. La vraie trouvaille de cette expérience, c'est que ça n'avait strictement rien à voir avec les ampoules. Les ouvrières produisaient davantage pour une raison 100% psychologique. Elles se sentaient enfin observées, considérées et écoutées par des chercheurs. Cette simple attention a radicalement modifié leur comportement, créant un puissant sentiment d'appartenance au groupe. La dynamique sociale écrasait complètement l'ingénierie physique. Donc, le point crucial, c'est ce basculement historique spectaculaire. On enterre le rationalisme classique, glacial, où l'individu n'est qu'un rouage économique motivé par l'argent, pour voir naître l'école des relations humaines. On reconnaît enfin que l'être humain au travail est complexe. Il a un besoin vital de reconnaissance, d'intégration et de sens. C'est littéralement la fondation de la psychologie des organisations d'aujourd'hui. Ce qui nous amène à une réflexion finale vraiment incontournable. Quand on observe attentivement nos espaces de travail contemporains, oui, le chemin parcouru depuis les instruments de contrainte médiévaux jusqu'à la quête de l'accomplissement de soi est immense. Mais posons-nous la question, nos structures professionnelles actuelles sont-elles véritablement fondées sur les principes de l'humain ou cachent-elles encore, sous des outils technologiques sophistiqués, les mécanismes implacables de l'ère de la machine ?